Donc, je vais vous parler des tests de la chute libre qu'on a pu faire avec un unique système contenant un pulsar, avec 2 orbitant avec 2 autres étoiles. Donc c'est un travail qui a été fait, en particulier avec, les gens du LPC2E et à Orléans et de Nancy, donc Ismaël Cognard et Lucas Guillemot, Gilles, Theroux, Grégory Devigne. Et aussi en partenariat avec les gens du Max Planck Institute à Bonn, donc Paolo Freire, Norbert Tex, Michael Kramer. Je vais commencer immédiatement, par vous montrer une petite vidéo, introductive, que certains d'entre vous reconnaîtront probablement. Heu, donc essayez d'être sûr d'avoir le son parce que c'est important, ce qu'il raconte. Well, in my left hand, I have a feather. In my right hand, a hammer. And I guess one of the reasons we got here today was because of a gentleman named Galileo a long time ago who made a rather significant discovery about falling objects in gravity fields. And we thought that where would be a better place to confirm his findings than on the moon. And so we thought we'd try it here for you. The feather happens to be appropriately a falcon feather for our falcon. And I'll drop the two of them here, and hopefully they'll hit the ground at the same time. How about that? Mr. Kell. Okay, so Mr. Galileo was correct. So that's what. Pardon, faut que je continue en français. Donc c'est ce que l'astronaute Dave Scott, si je me souviens bien. Donc c'est un astronaute de Apollo 15 qui a fait cette expérience-là sur la Lune en début des années 70. Pour reprendre ces mots, si je suis là aujourd'hui, c'est un petit peu à cause des trouvailles de Monsieur Galiléo. Alors, je vais mettre ça en plein écran. Voilà, et donc, ce que Galilée a introduit, c'est le concept, ce qu'on appelle aujourd'hui le concept de principe d'équivalence faible. Et la légende dit que Galilée laissait tomber des masses de différentes masses depuis le haut de la tour de Pise pour vérifier qu'elles touchaient bien le sol au même moment. Bon, qu'il ait fait ça ou non, quelque part, c'est pas le problème. Dans le concept, dans la mécanique newtonienne, ce que ça se traduit par le fait d'avoir une masse inertielle, donc qui vient en facteur de l'accélération de la masse qu'on considère, qui s'oppose à l'accélération, en fait, au mouvement, et une masse gravitationnelle qui est un petit peu, dans ce formalisme-là, un peu la charge de l'interaction gravitationnelle. Et ce que dit le principe d'équivalence, c'est évidemment que les deux sont rigoureusement égales. Et par conséquent, l'accélération d'un objet dans un champ de gravité ne dépend absolument pas ni de sa masse ni de sa composition. Alors après, on en arrive à Einstein qui a mis un petit peu ça ensemble avec le principe d'invariance de Lorentz local, et le principe d'invariance par translation en fait, locale. Et ça, c'est ce qu'on appelle aujourd'hui le principe d'équivalence d'Einstein. Et il y a une conjecture très importante au sujet de ce principe d'équivalence qui dit que le principe d'équivalence faible tout seul implique le principe d'équivalence de Einstein. Alors c'est uniquement une conjecture, c'est pas démontré. Cela dit, il y a un zoo de théories alternatives de la gravité, alternatives à la relativité générale, il va sans dire, qui existent, et il semble que cette conjecture-là soit toujours vérifiée, en tout cas pour les théories qui font des propositions raisonnables. Donc par conséquent, le point important ici, c'est que si vous arrivez à démontrer, à tester le principe d'équivalence faible, il semble qu'il s'ensuive aussi les principes des variances locaux de Lorentz et par translation.
Ok, donc juste pour aller un petit peu plus loin en discutant dans le formalisme newtonien, alors j'ai écrit ici les formules pour montrer un petit peu comment on transforme tout ça, mais ce qui est important de retenir, c'est que le fait d'avoir une masse inertielle et une masse gravitationnelle qui sont différentes, ça peut être regroupé, en faisant un petit peu d'algèbre, dans le fait d'avoir une constante d'interaction gravitationnelle G, donc la constante newtonienne de la gravité, qui dépend de la paire d'objets en interaction. Donc une masse A et une masse D. Et donc là, on a une constante d'interaction effective qui est GAD. Et on peut mettre la différence fractionnelle par rapport à la constante d'interaction newtonienne habituelle dans un paramètre delta. Et c'est de ce paramètre delta-là dont je vais parler pendant tout le reste de cette présentation, donc la différence fractionnelle, s'il y en a une, par rapport à une constante d'interaction qui ne dépend pas de la paire d'objets qu'on considère. Alors pourquoi c'est important de le mettre sous cette forme-là, outre le fait que c'est pratique, c'est aussi le fait que quand on considère des théories de la relativité, des théories de la gravitation relativiste, particulièrement en champ fort, c'est-à-dire avec des objets fortement autogravitants, je vais y revenir plus tard, eh bien, on peut toujours prendre cette théorie et prendre sa limite newtonienne, donc quand les orbites sont relativement peu relativistes, etc., et arriver à le mettre sous la forme d'une interaction newtonienne avec une constante d'interaction qui dépend des objets. Par contre, on ne peut pas toujours le mettre sous la forme d'une masse inertielle et d'une masse gravitationnelle. On ne peut pas toujours séparer sous la forme de deux masses. En fait, on peut le faire que quand les objets sont faiblement autogravitants. Donc comme des planètes, par exemple, mais pas comme une étoile à neutrons, dont je vais parler plus tard. Donc, la masse inertielle et la masse gravitationnelle sont importantes pour essayer de se familiariser avec le concept, mais en pratique, c'est vraiment une constante d'interaction effective qui est importante. Ok, alors la tour de Pise, de nos jours, elle a pris un petit peu d'altitude, elle est à 700 km d'altitude, pour être exact, 710. Il s'agit d'un satellite qui s'appelle Microscope, qui a été lancé en 2016, dont la mission s'est terminée en 2018, et qui contenait deux masses tests, une en titane, l'autre en platine. Et ces deux masses étaient contenues dans ces deux cylindres-là qu'on voit sur l'image de droite. Et bien sûr, elles ne sont pas attachées au cylindre. Et le cylindre est équipé et instrumenté de manière à mesurer, les deux cylindres sont équipés de manière à mesurer le mouvement relatif des deux masses. Et bien sûr, quand les deux masses sont en orbite dans le satellite, elles devraient se déplacer exactement de la même manière si le principe d'équivalence est respecté. Et l'avantage d'avoir un satellite, c'est évidemment qu'on peut regarder ces deux masses tomber, alors tomber entre guillemets, hein, puisque quand on est en orbite, c'est de la chute libre, techniquement parlant, mais évidemment, les masses n'atteignent jamais le sol, elles font juste le tour de la Terre. Et donc, comme ça reste en orbite, eh bien, on peut le mesurer pendant très longtemps, plus d'1 an. Et donc, on accumule les données et on accumule la précision pour voir s'il y a même une différence infinitésimale entre les mouvements des deux masses, qui ont donc différentes compositions. Et les résultats préliminaires de cette expérience-là, puisque toutes les données n'ont pas encore été analysées, c'est qu'on obtient une limite sur la violation du principe d'équivalence faible, qui est de l'ordre de 10-14. Donc la limite du principe d'équivalence ici est mise sous la forme d'un paramètre de Eötvös qui peut s'écrire approximativement comme la différence entre les deux deltas correspondant aux interactions entre la masse 1 et la masse 2, respectivement avec la Terre. Donc, on teste le principe d'équivalence faible à peu près 10-14 près, ce qui est une partie par 10 puissance 14 partie, ce qui est excellent. Et on peut aussi faire ça avec une technique qu'on appelle le Lunar Laser Ranging. Je ne me suis jamais demandé comment ça se disait en français, donc je vais continuer à dire Lunar Laser Ranging. Donc, dans ce cas-là, on remplace les masses 1 et 2 qu'on avait par, respectivement, la Terre et la Lune. Et puis la Terre,
qui est l'objet attracteur, l'objet tiers qui attire les deux autres, peut être remplacé par le Soleil. Et donc, la Lune et la Terre vont, si le principe d'équivalence n'est pas respecté, vont voir des constantes d'interaction sensiblement différentes avec le Soleil. Bien sûr, elles orbitent l'une avec l'autre, mais en fait, ce qu'on va regarder ici, c'est surtout la perturbation qui est liée au différentiel de l'accélération entre le Soleil et la Lune, et le Soleil et la Terre. Et pour faire cette mesure-là, eh bien, pardon. Et donc, pour être capable de faire cette mesure-là, il faut pouvoir mesurer très précisément le mouvement relatif de la Lune et de la Terre, puisqu'en fait, le mouvement relatif de la Lune et de la Terre va être modifié si elles ne sont pas attirées de la même manière par le Soleil. Et pour faire ça, eh bien, on utilise un laser qu'on tire sur les catadioptres qui ont été déposés à la surface de la Lune par les missions Apollo, donc, un par Apollo 11, un par Apollo 14 et un autre par Apollo 15, je crois. Je dis peut-être une bêtise, mais il y en a au moins un par Apollo 14 que vous voyez ici. Et il y a aussi deux catadioptres qui ont été déposés par les missions soviétiques Lunokhod, dont j'ai appris en préparant cette présentation que en fait, ces catadioptres-là qui sont sur le dos des rovers Lunokhod sont en fait de fabrication française, ce qui explique peut-être pourquoi l'Observatoire de Côte d'Azur est de nos jours l'un des principaux fournisseurs de mesures de la distance Terre-Lune par la technique du Lunar Laser Engine. Et donc on tire un laser sur ces catadioptres, on mesure combien de temps le laser met à revenir à l'émetteur, et donc avec la vitesse de la lumière, ça nous donne la distance Terre-Lune avec une précision qui de nos jours atteint pratiquement le millimètre. Et en mesurant cette distance-là, on a l'orbite très précisément, et en comparant avec ce qu'on attend de l'orbite si le principe d'équivalence n'était pas violé, eh bien, on obtient une limite qui est aussi de l'ordre de 10-14, un petit peu moins bonne que celle de microscope, mais du même ordre de grandeur, plus ou moins. Là où ça devient plus intéressant, c'est pour tester ce qu'on appelle le principe d'équivalence fort. Donc le principe d'équivalence fort, en fait, c'est une génération du principe d'équivalence Einstein, le EEP, comme je l'ai écrit ici, à des situations où l'un des corps, ou potentiellement tous les corps, ont une part significative de leur masse qui est composée d'énergie gravitationnelle. Donc, comme vous le savez, en relativité, l'énergie est équivalente à la masse, E égale mc2. Donc, dans l'interaction gravitationnelle, ce qui intervient, c'est la somme de toutes les composantes de masse et d'énergie, et en particulier l'énergie, ce qu'on appelle l'énergie de liaison des corps. Donc, par exemple, dans le cas de la physique nucléaire, la masse d'un proton est en très grande partie due à la masse liée à son énergie de liaison, et pas seulement à la somme des masses des quarks, qui en fait ne s'additionnent pas du tout à la masse totale d'un proton. Alors, bon, là, on a affaire à l'interaction forte, donc du coup, c'est fort, si j'ose dire. En revanche, avec la gravité, il faut des masses énormes pour que l'énergie gravitationnelle pèse quelque chose, si j'ose dire, dans le budget total énergie-masse du corps. Donc, si vous faites le ratio epsilon entre l'énergie gravitationnelle d'un corps et son énergie de masse, bah, vous voyez que dans le système solaire, même le Soleil n'a un rapport d'environ 1 pour 10 puissance 6, donc 1 pour 1 million d'énergie gravitationnelle. Et la Terre et la Lune, c'est plutôt de l'ordre de 10-10, 10-11. Donc c'est très faible. Et ce qu'on voudrait tester avec le principe d'équivalence fort, c'est si en fait la gravité elle-même suit le principe d'équivalence. D'accord ? Et ça, c'est un élément clé parce que c'est vraiment à la base de la relativité générale. Et il y a une conjecture, là encore, qui dit qu'en gros, si le principe d'équivalence fort est respecté, alors la seule théorie viable de la gravité est la relativité générale. Alors là encore, c'est une conjecture, mais il se trouve qu'en fait, la plupart des théories alternatives brisent le principe d'équivalence fort à un niveau ou à un autre. OK.
Alors le problème, c'est que c'est assez difficile à mesurer comme ça. Eh bien, tout simplement parce qu'on n'a pas beaucoup d'énergie gravitationnelle. Donc, pour mesurer l'accélération différentielle liée à la variation de la quantité d'énergie gravitationnelle entre deux corps, c'est très compliqué. C'est un petit peu comme si on faisait l'expérience de microscope en disant, bon, ben, en fait, on n'a pas une masse de titane et une masse de platine, mais on a deux masses de titane, disons. Et puis, en fait, on va remplacer un atome pour tous les 10 milliards d'atomes par un atome de platine. Et puis, on va essayer de voir quelle est la différence dans la chute libre de ces deux corps-là. Alors, évidemment, on ne va pas être très sensible à toute déviation parce qu'on a très, très peu de différence entre les deux corps. Donc, c'est pourquoi une façon de quantifier ça, c'est de dire que le paramètre delta eh bien, va être égal en fait à un paramètre état qu'on appelle le paramètre de Nordette, multiplié par la fraction d'énergie gravitationnelle qu'on a dans le corps. Et dans le cas de la Terre et de la Lune, donc qui ont un petit peu d'énergie gravitationnelle, eh bien, on arrive quand même à un paramètre état qui a une limite d'environ 10-4 grâce aux mesures du Lunar Laser Ranging. Et donc, en fait, tout le reste, si vous vous souvenez, on avait delta égale 10-14, donc c'est beaucoup plus grande précision dans le 10-14, elle vient du fait qu'on teste le principe d'équivalence faible, surtout, c'est-à-dire la différence entre la composition en termes de matière et de composition atomique, etc., mais pas trop de composition d'énergie gravitationnelle. Alors, qu'est-ce qu'on mesure exactement pour rentrer un petit peu plus dans le détail? Eh bien, si vous avez une accélération différentielle entre la Terre et la Lune dans le champ gravitationnel du Soleil, en fait, ce que ça induit, c'est une polarisation de l'orbite, c'est-à-dire que vous avez une petite excentricité supplémentaire qui est ajoutée dans la direction du Soleil, et vous allez chercher à détecter cette petite excentricité en direction du Soleil, qui va être proportionnelle à la violation du principe d'équivalence multiplié par le champ gravitationnel du Soleil, en fait. Vous allez rechercher ça dans les données du mouvement orbital de la Lune et du Soleil. Et donc ça, c'est important de retenir parce qu'en fait, on cherche un petit peu la même chose dans d'autres tests. Alors oui, donc pour aller plus loin, ce dont on aurait besoin, c'est d'un objet fortement autogravitant, en fait. Puisque un objet qui aurait qui aurait une grande partie d'énergie gravitationnelle, pour qu'on soit beaucoup plus sensible au principe d'équivalence fort, donc le fait que l'énergie gravitationnelle tombe de la même manière. Ok, donc pour ça, on a besoin d'un objet compact. Et alors, par exemple, on peut prendre une étoile à neutrons, donc c'est compact, ça ne prend pas beaucoup de place sur l'écran. Le epsilon correspond à environ, donc l'énergie gravitationnelle correspond à environ 15% de la masse totale de l'étoile. Et puis, si possible, on aimerait bien plutôt avoir un pulsar, parce que les pulsars, on peut les voir et on peut mesurer précisément leur mouvement. Donc, pour ça, je vais vous expliquer un petit peu plus ce que c'est qu'un pulsar. Donc, un pulsar, en termes physiques, on va dire, c'est une étoile à neutrons fortement magnétisée. Donc, une étoile à neutrons, c'est-à-dire un résidu de supernova, donc une étoile massive qui explose, le cœur s'effondre sur lui-même et il reste une boule d'environ 25 km de diamètre, dont la composition fait une très large place aux neutrons, d'où son nom étoile à neutrons, qui fait environ 1,5 fois la masse du Soleil. Et le champ magnétique, pour le dire vite, le champ magnétique s'effondre lui aussi avec la matière, et ce qui augmente son intensité très fortement. Et on atteint des champs magnétiques énormes, entre 10 puissance 4 et 10 puissance 9 Tesla. Et l'image habituelle qu'on a de nos jours, c'est de dire que des ondes radio, des faisceaux de ondes radio sont produits au niveau des pôles magnétiques de l'étoile, et on voit l'étoile que quand le faisceau passe en face de notre ligne de visée, ce qui crée des impulsions. Et donc, d'où le nom initial des pulsars, qui était Pulsating Radio Source, dans l'article original de Hewish et Bell, qui ont détecté le premier pulsar en 1968. Et vous voyez ici l'enregistrement avec les petites impulsions
donc un enregistrement de 1967. Voilà, et donc le fait qu'il y ait ces impulsions, c'est ce qui va permettre en fait de mesurer très précisément le mouvement du pulsar. Pourquoi? Parce que en fait, l'impulsion suit simplement du fait que l'étoile tourne. L'étoile tourne comme un volant d'inertie, donc l'impulsion devrait revenir avec une régularité extrême. Ce qu'elle fait en fait, sauf quand il y a un objet externe qui vient perturber le pulsar. Et à ce moment-là, on va avoir des impulsions qui arrivent un peu en avance, un peu en retard. Et si on arrive à mesurer ça très précisément, en fait, on va réussir à modéliser euh, très précisément quelle est la nature de la perturbation. Donc, on va chercher à regarder tout ce qui brise cette régularité extrême qui devrait avoir lieu si on avait rien d'autre. Donc, retenez cette idée, je vais y revenir. Ouais, je vais passer sur ce graphique-là pour gagner un petit peu de temps. Ok, donc on a un pulsar. Donc maintenant, si on a un pulsar isolé, comme je disais, il ne se passe pas grand-chose, on voit juste sa pulsation très régulière. Et en fait, il ne se passe pas grand-chose parce que l'accélération du pulsar est zéro, puisqu'il n'y a aucun champ de gravité qui s'applique sur lui, puisqu'il est isolé. Et par conséquent, ça va être compliqué de tester le principe d'équivalence avec un pulsar s'il est tout seul. Donc on va lui mettre un compagnon, ça tombe bien, c'est assez commun de trouver un pulsar avec un compagnon particulier, une naine blanche. Et donc on a des systèmes binaires comme ça, c'est assez commun. Le problème, c'est que quand on a un système binaire, si vous regardez les équations du mouvement à l'ordre newtonien, eh bien, la masse de chaque objet, de la naine blanche et de l'étoile à neutrons, vient à chaque fois en facteur de delta, donc du paramètre du principe d'équivalence. Et ce qui résulte dans le fait que les masses et delta sont en fait complètement dégénérées. Vous ne pouvez pas, puisque vous ne connaissez pas a priori les masses, ni a priori delta, vous ne pouvez pas mesurer séparément l'un et l'autre. Donc en fait, vous pouvez très bien supposer que delta est 0, mesurer les masses, et même si delta en fait n'était pas 0, ce qui va se passer, c'est que vous aurez absorbé la contribution de delta dans une redéfinition des masses. Donc voilà, les masses sont dégénérées avec delta et vous ne pouvez rien mesurer. Ce n'est pas très intéressant pour tester le principe d'équivalence. Pour ça, vous avez besoin de rajouter une troisième masse. Et là, on commence à se retrouver dans une configuration type système Terre-Lune qui tombe dans le champ gravitationnel d'un troisième objet. Et il a été proposé en 1991 par Damour et Schaeffer d'utiliser le champ gravitationnel émis par la galaxie elle-même, puisque les binaires contenant un pulsar sont en fait dans le champ gravitationnel de la galaxie. Et donc, ce test-là a été fait plusieurs fois. La dernière fois, c'était par Zhu et al. En 2019. Et la limite qui a été trouvée sur le paramètre delta était de 10-3, avec un taux de niveau de confiance d'environ 95%. Alors, bon, c'est pas très bon par rapport au 10-14 de microscope, mais la différence, c'est que vous avez un pulsar qui est très très fortement autogravitant. Et si vous regardez en termes de paramètres de Nordbeth, donc ce qui enlève en fait le biais lié au fait qu'on ait plus ou moins d'énergie gravitationnelle, ben en fait, on a une limite qui est à environ 1/100, alors qu'avec microscope, on avait 1/10 000. Donc la différence en termes de paramètres de Nordbeth est encore là, mais beaucoup moins importante. Ok, donc juste un point important ici, c'est que vous remarquerez que j'ai mis un delta juste entre la galaxie et le pulsar, et puis pas entre la galaxie et la naine blanche. Alors la raison, c'est parce qu'en fait, on considère que la galaxie et la naine blanche sont des corps faiblement autogravitants. Hein, pour la naine blanche, c'est typiquement 10-4. Et que les contraintes liées au principe d'équivalence faible, aux expériences de microscope et autres, s'appliquent, et que en fait, toute déviation au principe d'équivalence faible ne serait pas mesurable avec les techniques qu'on a pour mesurer le mouvement des pulsars à l'heure actuelle. Donc, on regarde juste le delta avec le corps qui est fortement autogravitant, et qui est donc celui qui va pouvoir éventuellement créer une différence mesurable. Alors, en résumé, on a besoin d'un corps fortement autogravitant, au moins d'un compagnon, et puis de quelque chose qui nous fait un champ de gravité. Alors, quand le corps est fortement autogravitant, on peut utiliser un paramètre de Nordbeth eta,
Mais en fait, vous allez avoir des termes supplémentaires qui sont en epsilon 2, epsilon 3, etc., qui vont pouvoir contribuer aussi très fortement. Donc, interpréter une violation du principe d'équivalence fort uniquement en termes de paramètres de Nordbeth quand vous avez un corps fortement autogravitant comme une étoile à neutrons, disons que c'est délicat et pas forcément très rigoureux. Ok, donc juste pour résumer, on voit que notre sensibilité, la sensibilité de notre test va être très liée à la précision avec laquelle on peut mesurer le mouvement de l'orbite, donc le delta R, qui, dans le cas du Lunar Laser Ranging, est à peu près 1 mm. Et puis, ça va dépendre aussi de la force du champ gravitationnel du troisième objet. Donc, dans le cas du Lunar Laser Ranging, c'est le Soleil, environ 10-3 mètres par seconde carré. Et ça va dépendre aussi, la sensibilité du test va dépendre de la quantité d'énergie gravitationnelle que vous avez à disposition, donc seulement 10-10. Et donc, on obtient quand même les résultats que j'ai commentés avant, dans le cas du Lunar Laser Ranging. Pour le test de Damour et Schaeffer, on a une précision sur le delta R qui est moins bonne, 100 mètres. Moi, je trouve quand même que 100 mètres, c'est pas mal pour mesurer le mouvement d'un pulsar qui est situé à 1 kg par sec. Mais on a aussi une constante gravitationnelle qui est une accélération qui est beaucoup plus faible liée à la galaxie. Mais ces deux paramètres-là sont presque entièrement compensés par le fait qu'on a beaucoup plus d'énergie gravitationnelle. En tout cas pour le test du principe d'équivalence fort, donc, qui se traduit par un paramètre de Nordbeth contraint à 10-2, que j'ai mis entre parenthèses pour les raisons que j'ai mentionnées, liées au fait qu'on a un objet fortement autogravitant. Ok. Donc, bon, en gros, si on arrivait un petit peu à améliorer G, par exemple, le champ gravitationnel du troisième objet, on voit qu'on arriverait largement à faire un test au moins aussi bien que le Lunar Laser Ranging, ou mieux, avec une étoile à neutrons. Donc on a besoin d'un autre objet que la galaxie. Et alors il se trouve que parfois les rêves sont réalisés. En 2014, un pulsar milliseconde a été détecté dans un système triple, système stellaire triple, qui ressemble à ça. Donc le pulsar, c'était PSR J0337 plus 1715. Donc vous avez un pulsar qui orbite avec un compagnon, qui est une naine blanche, dans une orbite assez serrée, la taille de l'orbite fait environ 7 rayons du Soleil, 3% de la distance Terre-Soleil. L'orbite se fait en 1,6 jours, et on appelle ça la binaire interne, parce que ça ressemble à une binaire, et le système est assez hiérarchisé, puisque le deuxième compagnon est quand même pas mal plus loin, avec une orbite d'environ 327 jours. C'est aussi une naine blanche, qui se situe à une distance d'environ une fois la distance Terre-Soleil, et donc nous fournit un champ de gravité polarisant pour la binaire interne, qui est beaucoup plus intense que celui de la galaxie. Donc si on reprend notre arithmétique, alors là, notre précision sur la mesure du mouvement du pulsar, c'est 600 mètres, c'est plus 100 mètres, c'est un petit peu moins bien. Par contre, le champ de la binaire, de la naine blanche externe passe de 10-10 quand c'était la galaxie à 10-3 dans ce cas-là. Donc on va voir quelle limite on peut en tirer. Alors pour ça, il nous faut des données. Les données, on les a prises du radiotélescope de Nancy, donc au milieu de la Sologne. Alors pour ceux qui ne sont pas familiers avec ce radiotélescope, qui a un design assez particulier, les ondes radio en provenance du pulsar arrivent du ciel, évidemment, rebondissent sur ce miroir rectangulaire-là, qui envoie le faisceau sur ce miroir sphérique, qui concentre tout sur le récepteur blanc au centre. Puis là, vous avez une tranchée avec des câbles qui emmènent tout ça vers l'instrumentation NUPI qui est cachée derrière les arbres, là. Et puis bien sûr, il faut des gens pour analyser ça, faire fonctionner tout ça. Et en général, ces gens-là, c'est Ismaël Cognard, Lucas Guillemot, Devine et Gilles Theroux, qui se cachent assez souvent dans les bâtiments principaux qui sont en arrière-plan. Et donc, qu'est-ce qui se passe exactement? Eh bien, donc on reçoit le signal. Il y a une première instrumentation qui fait ce qu'on appelle la dédispersion, que je ne vais pas commenter plus que ça, mais c'est en fait enlever des effets qui dépendent de la fréquence des ondes radio. Et puis ça nous fait une série d'impulsions du pulsar,
Alors ces impulsions-là, souvent, elles ont un rapport signal sur bruit qui est pas forcément très bon. Donc ce qu'on va vouloir faire, c'est plutôt les empiler. Donc empiler un ensemble d'impulsions ensemble. Alors pour les empiler, eh bien, il faut, les remettre en phase. Pour ça, il faut un modèle qui nous dit à peu près, qui va prédire quelle va être leur phase relative. Donc on les empile, on obtient une impulsion un petit peu meilleure, qu'on compare à une impulsion de référence et en trouvant, et puis on va chercher par un fit en fait, l'époque qui fait que l'impulsion qu'on a trouvée correspond parfaitement à l'impulsion de référence et ça nous donne un temps d'arrivée effectif, de l'impulsion et c'est ça notre donnée finale. Donc pour le dire, plus rapidement et un peu plus simplement, si on oublie la partie empilement, on va juste prendre chacune de ces impulsions individuelles, par exemple, supposons qu'on n'ait pas besoin de faire l'empilement, et puis on la compare à une impulsion de référence et qu'on va décaler, qu'on va essayer de superposer à une impulsion donnée. Et puis, quand la superposition est optimale, eh bien, on on dit: «Bah, tiens, l'impulsion, elle est arrivée à cet instant-là». Dans le cas, du pulsar, 0337 plus 1715, ben, voilà, ça donne ça. Donc à gauche, une impulsion unique, plutôt de bonne qualité, qui est, bon, ce pulsar-là est plutôt, se comporte plutôt bien. Alors vous voyez que c'est quand même assez bruité et en comparaison, ben, l'impulsion de référence qui a été utilisée pour notre travail, qui est beaucoup mieux définie. Alors on note que ce pulsar-là a pas mal de composantes différentes, c'est pas toujours aussi riche le profil. Alors juste pour préciser un petit peu, là, ce qu'on voit, c'est vraiment le profil sur une période entière du pulsar. Donc quand le pulsar fait un tour entier, eh bien, on voit défiler tout ça. Voilà. Donc on a nos temps d'arrivée. Le problème, c'est que, il faut pouvoir prévoir ces temps d'arrivée-là et quand j'ai commencé à travailler sur le sujet, eh bien, c'était en gros, grosso modo, ce que je vous montre là, c'était, les résidus, la différence entre les temps d'arrivée observés et les temps d'arrivée prédits par le modèle qui était utilisé à l'époque, qui était un modèle empirique, en fait. Et vous voyez que c'est très mauvais. Le modèle ne suit pas du tout, les temps d'arrivée qui sont mesurés euh, par le télescope. Euh, et en fait, les résidus sont de l'ordre de la période du pulsar, ce qui veut dire que vous perdez pratiquement trace de la phase rotationnelle du pulsar. Donc c'est vraiment pas bon. Et la raison pour ça, c'est tout simplement que c'était le premier pulsar, et c'est toujours le seul d'ailleurs pulsar, dans un système triple que l'on connaît. Et donc il n'y avait pas de modèle pour suivre l'évolution du pulsar. Donc il fallait créer ce modèle-là. Alors je vais expliquer rapidement ce que c'est qu'un modèle de chronométrage. Tout simplement, on a les temps d'arrivée qui sont mesurés par le télescope à droite. Et puis, ces temps d'arrivée-là, par rapport au temps d'émission du pulsar, il y a tout un tas de retards qui vont s'additionner sur la trajectoire du faisceau. Donc, en particulier, dans le système solaire, vous allez avoir ce qu'on appelle des délais géométriques ou Shapiro. Donc, simple fait que la Terre bouge sur son orbite, eh bien, de temps en temps, elle est plus proche du pulsar, de temps en temps, elle est plus loin. Et donc, la lumière met plus de temps à nous arriver et ça introduit un délai. Vous pouvez avoir l'effet Shapiro des planètes aussi et d'autres choses comme ça. Vous allez avoir la dispersion du milieu interstellaire qui va retarder ou avancer pardon, qui va retarder, pas avancer, qui va retarder l'arrivée de l'impulsion. Donc simplement le fait que le milieu interstellaire n'a pas un indice de réfraction de 1 et que ça dépend de la fréquence de l'onde radio que vous regardez. Et puis au niveau du pulsar, ben, on va avoir des effets qui sont similaires à ce qui se passe dans le système solaire, donc le fait que le pulsar bouge sur son orbite essentiellement. Et c'est ça qui n'était pas du tout pris en compte jusqu'à présent, puisqu'il n'y avait pas de système triple, et sur lequel on a travaillé assez dur pendant plusieurs années, notamment en implémentant un modèle de chronométrage entièrement numérique, alors que les autres modèles sont des modèles analytiques, en fait, qui est implémenté dans un logiciel qui s'appelle Tempo 2, qui est un logiciel assez standard pour le chronométrage. Ce sont des modèles essentiellement analytiques, parce qu'on a des binaires ou des pulsars isolés. Mais dans le cas du système triple, eh bien, il fallait tout calculer numériquement pour résoudre le problème à 3 corps, tout simplement. Ok, donc juste pour enfoncer un peu le clou, donc le principal retard qu'on a, c'est ce qu'on appelle le retard géométrique, donc le fait que le pulsar bouge sur son orbite. De temps en temps, il est plus près, de temps en temps, il est plus loin.
Et en fait, à chaque fois qu'il se déplace d'environ 300 mètres le long de la ligne de visée, ça vous rajoute un retard d'environ 1 microseconde. Donc quand je vous disais tout à l'heure qu'on pouvait mesurer la position de J0337 avec une précision de 600 mètres, c'est qu'en fait, la précision du chronométrage est d'environ 2 microsecondes pour ce pulsar. Alors les autres retards, ça va être les retards relativistes essentiellement. Donc le fait que, ce qu'on appelle le retard Einstein, qui est lié au fait qu'à cause du champ gravitationnel des compagnons, vu par le pulsar, eh bien en fait, le temps vu dans le référentiel du pulsar s'écoule plus ou moins vite par rapport au référentiel de l'observateur. Plus ou moins vite en fonction de la variation du champ gravitationnel du compagnon quand quand il se déplace sur son orbite. Puisque l'orbite est excentrique, donc de temps en temps le compagnon est un peu plus près, de temps en temps il est un peu plus loin, donc le champ gravitationnel varie en conséquence. Donc il faut prendre ça en compte. Et puis il faut aussi prendre en compte ce qu'on appelle l'effet Shapiro, donc le fait que le, le- le trajet de la lumière entre le pulsar et l'observateur va être affecté par le champ gravitationnel du compagnon. Et puis surtout, eh bien, il faut résoudre le problème à 3 corps en intégrant les équations du mouvement que je vous montre ici, pas pour que vous les lisiez, mais juste pour illustrer l'ampleur du problème en termes numériques, puisque les équations sont assez importantes, donc ça prend pas mal de temps à calculer, et on se retrouve avec un goulot d'étranglement en termes de temps de calcul à un moment donné, sur lequel je vais revenir juste après. La raison pour laquelle ces équations sont aussi longues, c'est parce qu'on a les 3 corps. Alors si on avait juste les 3 corps à l'ordre newtonien, eh bien, on aurait juste ce qui est dans le cadre bleu. Avec en plus une constante d'interaction gravitationnelle qui dépend en fait de la paire d'objets qu'on considère, mais il n'y aurait rien de plus. Mais en fait, la binaire interne est assez relativiste, au point où le ratio entre la vitesse typique des orbitales dans la binaire et la vitesse de la lumière au carré est d'environ 10-6. Ce qui fait que pour prendre en compte les effets relativistes, on peut se contenter d'avoir uniquement des corrections de premier ordre, ce qu'on appelle le premier ordre post-newtonien, 1 PN ici. Et ça fait quand même pas mal de termes en plus. Et ça rajoute potentiellement le fait qu'on puisse avoir d'autres effets qui émergent liés à... Comment dire on peut aussi mesurer dans les effets de premier ordre des effets qui ne sont pas la violation du principe d'équivalence, ou en tout cas pas seulement, mais qui pourraient traduire d'autres théories de la gravitation que la relativité générale. Et ces théories-là sont paramétrisées par des paramètres qu'on appelle gamma et bêta, et qu'en en fait, on va fixer, on ne va pas chercher à les fitter ici, on va les fixer aux valeurs de la relativité générale, pour une raison que je vais expliquer très vite ici, qui est que, comme elles arrivent au premier ordre post-newtonien, on est déjà dans des termes qui sont relativement petits, et donc relativement insensibles. Et il se trouve que les pulsars dans des systèmes binaires, dont je parlais tout à l'heure, j'ai dit qu'ils n'étaient pas très intéressants pour tester le principe d'équivalence fort, c'est vrai. Par contre, ils peuvent être beaucoup plus intéressants pour tester des effets de théorie alternative de la gravitation, autres que le principe d'équivalence fort, et qui se traduisent par des variations de ces gamma et bêta là. Et donc ces autres systèmes nous donnent déjà des contraintes très bonnes sur les paramètres gamma et bêta, tellement bonnes qu'en fait, avec le système triple, on a essayé, et on s'est aperçu très vite que les contraintes qu'on pouvait obtenir avec le système triple sur gamma et bêta n'étaient pas du tout sensibles par rapport à ce qu'on avait dans les systèmes binaires. Donc on a décidé de juste fixer ces paramètres-là aux valeurs de la relativité générale, pour ne pas se compliquer la vie, et puis parce que ça ne changeait rien au final à notre analyse, étant donné les autres contraintes qu'on a. Ok, donc en résumé, on résout numériquement le mouvement du pulsar, on calcule tous les retards, et ensuite on peut prédire les temps d'arrivée. Donc c'est ça que fait le modèle. Et on fit ça aux données, et c'est plus facile à dire qu'à faire.
Une des raisons, c'est qu'on a quand même 27 paramètres, donc notamment liés au fait qu'on a 3 corps, donc ça fait beaucoup de paramètres orbitaux. Mais on est aussi capable de fitter tous les paramètres astrométriques, donc la position dans le ciel et le mouvement dans le ciel en 3 dimensions. Et puis on a aussi les paramètres liés à la propagation radio et évidemment à la violation du principe d'équivalence Ford. Et à chaque fois qu'on veut calculer un de ces modèles, ça prend environ une dizaine de secondes, ce qui, pour un seul modèle, n'est pas un problème. Le souci, c'est que comme on veut faire un test fiable du principe d'équivalence Ford, eh bien, on veut avoir des distributions postérieures pour chaque paramètre, des distributions de probabilité postérieures pour chaque paramètre qui soient fiables. Et donc, pour ça, on a adopté un formalisme bayésien et on a essayé d'estimer ces distributions de probabilité grâce à un MCMC, donc Markov Chain Monte Carlo, qu'on a parallélisé dûment. Et après avoir obtenu environ quelques centaines de milliers d'heures de calcul sur MesoPSL, et bien, en fait, on a réussi à obtenir notre fit, que je vous montre ici. Et vous voyez que les résidus entre les temps d'arrivée prédits et mesurés sont maintenant comparables à du bruit, ce qui veut dire que le fit fonctionne très bien. La dispersion est environ de 2 microsecondes, ce qui correspond à la précision avec laquelle on peut mesurer le temps d'arrivée. Et puis surtout, on a réussi à obtenir les distributions postérieures de probabilité pour le paramètre delta qui caractérise la violation du principe d'équivalence Ford. Et ça nous donne un delta qui est 0,5 plus ou moins 1,8, 10 moins 6, ou alors, si on regarde la valeur absolue, moins de 2, 10 moins 6. Donc si vous vous souvenez, le test du principe d'équivalence Ford précédent avec une étoile à neutrons, c'était 10-3. Donc on gagne 3 ordres de grandeur, ce qui est absolument excellent. Et ce qui en fait le meilleur test du principe d'équivalence Ford à ce jour, dans un régime de champ fort, avec une étoile à neutrons. Alors, rapidement, une comparaison avec les résultats d'une autre équipe, qui est en fait l'équipe qui a découvert le pulsar, et donc ils ont commencé à travailler dessus un petit peu plus tôt, et ont aussi obtenu des résultats sur le principe d'équivalence Ford un peu plus tôt. Alors ils ont des résultats un petit peu moins bons que nous, mais ce n'est pas vraiment la différence principale. La différence principale, elle est plus dans le fait qu'on fait une analyse complètement indépendante, avec des données complètement indépendantes. On a un modèle qui est un petit peu plus complet, qui nous permet de prendre en compte certains effets qui n'étaient pas pris en compte dans leur analyse. Et surtout, la nature des barres d'erreur qui est donnée est différente. Donc, dans notre cas, c'est une analyse entièrement bayésienne et on donne des résultats, une barre d'erreur qui est purement statistique, comme je vous l'ai montré. Dans ce cas-là, ce qu'ils obtenaient en faisant une analyse avec un Monte Carlo, c'était des barres d'erreur qui en fait menaient à penser qu'il y avait une violation du principe d'équivalence Ford à 5 sigma, ce qui n'était pas du tout négligeable. Mais ils ont argumenté qu'il y avait un certain nombre d'effets systématiques dans leurs données qui apparaissaient et qui pouvaient potentiellement biaiser la mesure du principe d'équivalence Ford. Alors le problème, c'est qu'ils n'ont pas de modèle pour ces effets systématiques, donc ils ont essayé d'estimer leur ampleur de façon empirique, en fait. Et les barres d'erreur qu'ils ont obtenues sur ces effets systématiques sont en fait l'essentiel des barres d'erreur qui sont données ici. Alors nous, on a cherché des effets systématiques comme ça, il se trouve qu'on n'en a pas vraiment trouvé dans notre jeu de données. Donc si vous regardez la ligne verticale violette ici, c'est là où on attend le plus c'est là où on attend un signal si on a une violation du principe d'équivalence. Il n'y a rien de vraiment de significatif ici. Juste pour information, les gros pics qu'on a autour, en fait, c'est les pics qui sont liés aux fenêtres d'observation de Nancy qui observent tous les jours. En fait, les pics arrivent à des harmoniques de 1 jour. Mais sont suffisamment loin pour ne pas biaiser le test du principe d'équivalence. Ok, donc je vais finir je sais que j'ai à peu près fini mon temps, mais je vais finir en 2-3 minutes sur comment on interprète ça en termes de théorie alternative de la gravité.
Alors, je vais pas trop décrire, ce que c'est que le théorème de Lovelock ici. Je vais juste aller directement à dire que, il y a tout un tas de théories de la gravité. Ce diagramme est une façon de classifier les théories de la gravité, en fonction, de différentes caractéristiques. Donc, si, vous violez, l'invariance de Lorentz, si vous rajoutez des champs qui sont dynamiques, non dynamiques, et cetera. Et l'une des façons les plus étudiées de faire une théorie alternative à la relativité générale, c'est de rajouter un champ scalaire en plus de la métrique dans la théorie de la relativité générale. L'une des raisons pour laquelle c'est particulièrement étudié, c'est parce que c'est notamment une prédiction de la théorie des cordes, du fait que la théorie des cordes pourrait se manifester par un champ scalaire supplémentaire dans la théorie. Et puis c'est aussi parce que c'est une façon assez naturelle de modifier la théorie. Alors, là, c'est pareil, je vais passer assez vite, mais essentiellement, si vous rajoutez un champ scalaire, vous passez de l'action de la relativité générale qui est donnée ici, à cette action-là, où vous voyez qu'en plus du scalaire de Ricci qui est R ici, eh bien, vous avez un champ scalaire phi qui se rajoute sous différentes formes. Vous allez avoir une fonction de couplage qu'on appelle oméga, qu'on n'a pas forcément besoin de spécifier tout de suite. Et le point à retenir ici, c'est que le paramètre delta, dans une théorie comme ça, peut s'exprimer comme étant moins 2 zeta sp, où zeta est juste une fonction du champ scalaire phi 0, donc du champ scalaire à l'infini, donc c'est une constante en fait pour la théorie, en tout cas localement, et de la sensibilité de l'étoile à neutrons. Et je veux juste insister là-dessus. Donc la sensibilité, en fait, c'est la sensibilité de la masse de l'étoile à neutrons à l'effet du champ scalaire. D'accord? Donc c'est comment la masse de l'étoile à neutrons dépend du champ scalaire. Et il se trouve que ça peut être très très grand pour des objets fortement autogravitants, et donc par conséquent créer des déviations visibles au principe d'équivalence fort, mais qui ne sont visibles que pour des objets qui sont fortement autogravitants, parce qu'ils sont très sensibles au champ scalaire, alors que des objets qui sont faiblement autogravitants sont peu sensibles au champ scalaire. Une autre façon de voir ça, c'est le graphique que j'ai mis ici, et qui vous donne en ordonnée la sensibilité du couplage entre le champ scalaire et la matière en fonction de la masse de l'objet que vous considérez. D'accord? Et vous voyez que cette sensibilité-là, elle peut être très faible pour des masses relativement faibles, donc beaucoup moins qu'une masse solaire, et puis tout d'un coup devient très très forte quand vous avez une masse d'environ 1,5 masse solaire, qui est typiquement la masse d'une étoile à neutrons. Donc si vous voulez détecter un champ scalaire, vous risquez de ne pas pouvoir le faire avec des objets faiblement autogravitants, donc en faisant un test du principe d'équivalence fort dans le système solaire, par exemple, même si vous avez même si la théorie de la gravité est en fait une théorie avec un champ scalaire, vous allez faire votre test et vous n'allez rien détecter du tout et ce sera compatible avec la relativité générale. Par contre, si vous le faites avec un objet qui est fortement autogravitant comme une étoile à neutrons, vous allez peut-être trouver quelque chose. Donc vous aurez quelque chose apparemment compatible dans le système solaire, mais en fait qui n'est pas compatible dès que vous avez quelque chose de fortement autogravitant. Donc je voulais insister là-dessus pour montrer que c'est vraiment essentiel de faire ce genre de test avec des objets tels que les étoiles à neutrons. Voilà, et je vais conclure là-dessus. Juste pour dire, la personne qui a fait ces calculs-là que je présente sur cette slide, c'est Norbert Dex du Max Planck Institute à Bonn, qui est ici assis à côté d'Einstein. Euh, donc, il a projeté les résultats qu'on a obtenus dans l'espace des paramètres des théories tenseurs scalaires de type d'Amour-Esposito-Farese. Donc, ce sont des théories qui dépendent de deux paramètres, alpha 0 et bêta 0. Vous voyez ici, c'est la fonction de couplage qui n'était pas spécifiée auparavant. Donc là, on spécie. Et donc, en fait, alpha 0 et bêta 0, on peut dire, sont deux constantes de la théorie qu'on ne connaît pas, qu'on cherche à contraindre. Et donc, pour comparer, juste, vous voyez que delta ici dépendait de zeta et sp, donc il faut calculer zeta et sp. Donc zeta dépend de façon triviale de alpha 0,
Et SP dépend de alpha 0 et bêta 0, mais aussi de l'équation d'état. Et donc, ce qui a été fait, ça a été de prendre un ensemble d'équations d'état qui sont, pour le moment, ne sont pas, enfin, sont considérées possibles pour une étoile à neutrons, et de dire que si au moins une équation d'état était compatible, donnait une valeur de delta qui est compatible avec la valeur qu'on a mesurée, eh bien, la valeur de alpha 0 et bêta 0 correspondante n'était pas éliminée. Donc, pour le dire vite, c'est une façon très conservative de contraindre la théorie. Et ce qu'on obtient, c'est une courbe dans l'espace alpha 0, bêta 0, qui est la courbe rouge ici, et qui est en fait donc la courbe la plus contraignante à ce jour sur ces paramètres-là. Donc, la zone blanche étant la partie encore autorisée pour ces paramètres, qui est encore possible, qui n'est pas contrainte par l'observation. Le Lunar Laser Ranging est la courbe en points ici. Donc vous voyez que c'est quand même sensiblement moins bien. Et juste pour conclure, les systèmes binaires, donc je disais qu'ils donnent une information complémentaire. Donc vous voyez qu'ils sont beaucoup moins contraignants pour la partie droite du graphe. Par contre, sur la partie gauche, en fait, c'est eux qui sont le plus contraignants. Donc, en résumé, avoir un système triple tel que J0337, ça apporte vraiment une information complémentaire et très importante pour contraindre l'espace des paramètres des théories tenseurs scalaires, et qui est très complémentaire avec ce qu'on obtient à partir des systèmes binaires. Et voilà, je vais m'arrêter là. Je vous remercie. Bien, merci beaucoup Guillaume. Donc on va maintenant passer aux interactions et aux questions. Donc je vous rappelle, si vous pouvez lever la main dans l'interface Zoom, pour que je puisse vous distribuer le temps de parole, et pensez évidemment à activer votre micro quand vous voulez parler. Alors, une question de Louis. Oui. Je suppose que c'est Louis Bondonneau. Des pulsars dans des systèmes triples. Ah pardon, j'ai pas entendu toute la question, je pense. On en connaît combien des pulsars dans des systèmes triples actuellement? Alors, dans des systèmes triples, on en connaît un seul. Donc c'est vraiment le seul, je n'ai pas dit ça clairement. C'est le seul qu'on connaisse dans un système triple stellaire. Donc avec deux autres étoiles. Évidemment, on connaît au moins un pulsar avec des planètes. Donc là, il y en a 4, je crois. Et voilà. Mais avec deux autres étoiles, non, c'est le seul. Merci. Jean? Donc Jean Schneider, tu t'écoutes? Tu penses à mettre ton micro? Alors Jean, on t'entend pas. J'active ton micro de mon côté. Non, ça n'a pas l'air de marcher. Bon. Oui. Vous m'entendez? Oui. Pas très bien, mais vas-y. Bon, je vais parler un peu fort. D'abord, c'est la première fois que je vois quelqu'un qui maîtrise à ce point la théorie et l'observation. Bravo. Hein. Merci. J'ai une question et une remarque. La question, c'est quelle est l'inclinaison de l'orbite du couple étoile à neutrons naine blanche par rapport à l'autre compagnon? Ah ouais, c'est une bonne question. En fait, ils sont remarquablement coplanaires. Je me souviens plus du chiffre exact. C'est pas ça ma question. C'est l'inclinaison par rapport au plan du ciel. Ah, pardon. Donc, les trois objets sont... oui, donc ils sont tous à peu près à 40 degrés par rapport au plan du ciel. D'accord. Ok. La remarque, c'est qu'à mon avis, vous testez une combinaison du principe d'équivalence faible et du principe d'équivalence fort, parce que
dans une étoile à neutrons et dans une naine blanche, le rapport proton-neutron n'est pas du tout le même. Donc, vous testez une combinaison des deux, à mon avis. Alors, c'est possible. Cela dit, en fait, on est parti, le fait qu'on ait un seul paramètre delta pour lequel on fit, ça suit de la supposition que ce qu'on teste, c'est que le principe d'équivalence fort en termes uniquement de quantité d'énergie gravitationnelle. Pour la raison que si on considère que le principe d'équivalence faible, en général, alors bien sûr, on pourrait dire, OK, le principe d'équivalence faible, il a été testé à 10-14, mais avec du titane et du platine, et puis pas avec des neutrons et puis des compositions du style étoile à neutrons, etc. Mais si on suppose qu'on peut extrapoler ce 10-14-là à de la matière stellaire, alors c'est au-delà de ce qu'on pourrait détecter avec notre test. Et la seule chose qui reste, qui serait vraiment à un niveau détectable, ce serait la partie purement gravitationnelle. Mais je suis d'accord que ça suppose quelques hypothèses, oui. Bon, ben, si tu passes à Meudon un jour, on en discutera. Avec plaisir. Merci Jean. Une autre question? Bon, bah, il semble que tu étais si clair que, que tout le monde a tout compris à la question du principe d'équivalence et de ce que c'était un système triple compact comme celui-là. J'espère que ton interprétation est la bonne. Bon, mais j'en suis sûr. Eh bien, on va te remercier encore, Guillaume, Merci à pour vous. ce très bel exposé. Et puis, on te souhaite bonne chance pour la suite. Merci. Ah, il y a Ismaël Cognard qui lève la main. Ben voilà, Ah. une question de dernière minute. Et puis, il y aura aussi une question d'Antoine Petitot après coup, finalement. Voilà. Ça éveille des Désolé vocations. d'avoir relancé le… Oui, je voulais juste, Guillaume, que tu nous indiques quelles sont les évolutions ou les champs d'application que tu vois dans les quelques années du gros boulot que tu as fait sur le code. Est-ce qu'il y a d'autres objets, d'autres pulsars, sur lesquels tu peux envisager d'appliquer cette machine? Bah, j'avais quelque part, je pourrais te retourner la question. Oui. Qu'est-ce que tu as en stock? Mais bah, il y avait le pulsar à planète, justement, qui avait l'air de montrer, d'après la discussion qu'on avait eue à ce sujet-là, des signes que peut-être il mériterait un traitement qui résoudrait intégralement les équations du mouvement et pas les approximations utilisées actuellement. Il y a aussi au niveau des tests de la relativité générale, il y a encore des choses à faire sur ce système-là. On avait commencé à discuter, puisque le test principe d'équivalence fort et un test en particulier. J'ai évoqué assez rapidement les tests de contrainte des autres paramètres gamma et bêta. Et il y a aussi des tests qui sont liés à la variation de la constante gravitationnelle, d'interaction gravitationnelle dans le temps. Donc, en fait, dans le principe d'équivalence, on a testé le fait que la constante gravitationnelle ne dépendait pas des objets en interaction, mais on peut essayer de voir si elle ne dépend pas aussi du temps. Et donc ça, on a eu une discussion à ce sujet-là avec les gens de Bonn, et ça pourrait être aussi une piste pour aller plus loin. Je ne sais plus, il y avait une autre partie à ta question, je crois. Et... Non, c'est bien. Mais ces tests supplémentaires sur G point, enfin la dérivée de G par rapport au temps, tu es obligé de faire ça en même temps que ce qui est déjà fait ou ça peut se découpler? Non, je pense que ça peut se découpler. D'accord. Ou le mettre en même temps serait peut-être plus conservatif, mais bon, c'est une discussion à avoir. Ok, merci. Ok, Antoine? Antoine, tu as levé la main, ton micro ne marche pas pour l'instant. Ouais. Voilà. Ok. Merci beaucoup pour l'exposé, c'était très bien et très clair.
Je me pose la question donc le pulsar il est toujours observé à Nancy. Mhm. Comment on s'attend à ce que les résultats s'améliorent avec le nombre d'observations? On s'attend à ce que ça s'améliore beaucoup? Enfin, Ouais, ça c'est une il faudrait question. faire comme style d'observation pour améliorer même les résultats ou pour continuer à améliorer cette mesure? Alors c'est une question que je me pose aussi. Alors le problème pour savoir quel est, si par exemple on peut espérer que ça augmente proportionnellement au temps d'observation ou peut-être avec une puissance quelconque du temps d'observation. En fait, il faudrait pour ça faire euh, des jeux de données artificiels et puis faire tourner l'ensemble du code là-dessus. Et ben, on ne l'a pas encore fait pour la simple raison que ça demande beaucoup, beaucoup de temps de calcul pour être bien fait et que jusqu'à présent, on était juste en train de courir après le temps de calcul nécessaire pour faire le test avec ce qu'on avait déjà. Donc maintenant que ça c'est publié, on va pouvoir souffler un peu et probablement qu'on va s'intéresser plus à cette question-là. Ouais, je ne peux pas donner un taux précis d'amélioration. Ce que je peux dire, c'est que par rapport à ce qu'on a vu avec des sous-ensembles, enfin ce que j'ai vu avec des sous-ensembles du jeu de données qu'on a déjà, c'est que oui, ça s'améliore avec le temps, de façon visible, mais je n'ai pas quantifié ça de façon claire, pour les raisons que je viens d'évoquer. Ok. Et j'avais une autre question sur la méthode. Donc, il y a 27 paramètres à ajuster en même temps, avec une estimation de la vraisemblance qui prend 10 secondes, c'est ça? Ouais. C'est une MCMC standard ou il a fallu, vous avez fait appel à des trucs un peu plus sophistiqués? Alors, si ce que tu entends par MCMC standard, c'est Metropolis Hastings. Ouais, mais, par exemple, tu as dit que c'était parallélisé. Ouais. C'est la partie évaluation de la vraisemblance qui est parallélisée. Non, c'est le MCMC lui-même, c'est-à-dire qu'il appelle plusieurs vraisemblances simultanément. D'accord. Donc l'algorithme qui est utilisé, c'est l'algorithme invariant par transformation affine de Goodman and Ware, qui est l'algorithme qui est utilisé par MC aussi, le paquet Python qui est pas mal utilisé, si ça te dit quelque chose. EMCEE. Oui, ok. Donc c'est le même algorithme dessous, mais c'est une implémentation fait maison qui est plus rapide et plus parallélisée. Okay. Mais ouais, voilà. Et qui, au passage, donc c'est pas le Monte Carlo de base, c'est le fait que ce soit un variant affine. Bon, je laisse les gens aller voir le papier de Goodman and Ware pour comprendre ce que ça veut dire. Ça a aidé, pour de vrai. Ça a permis de se débarrasser de corrélations gênantes. Ok, merci. Bon, c'est exactement la réponse à ma question. Bien, alors je vois qu'il y a Jean Schneider qui lève la main régulièrement là. Tu veux intervenir, Jean? Alors pareil, ton micro n'est pas activé. Vous m'entendez? Oui. Une question à Ismaël, en fait. Est-ce que le télescope chinois FAST pourrait faire mieux puisqu'il a une grande surface collectrice? Oui, probablement. Mais voilà, c'est un grand télescope qui est probablement très demandé. Et il y a quand même, je pense, quelque chose qui est important ici, c'est une certaine régularité sur des temps assez longs. Donc ça va être peut-être un peu compliqué à obtenir sur un télescope de cette taille. Là, on a, j'arrive jamais à me souvenir, mais on est à entre 500 et 1000 heures de télescope déjà accumulées par petit bout d'une heure. Donc ça, sur un télescope de 100 mètres, c'est faisable, on l'a fait. Sur un télescope encore plus grand, je pense que c'est vraiment compliqué. Mais dans l'absolu, oui.
Bien, je crois qu'on va pouvoir s'arrêter là. Donc, merci encore, hein, Guillaume. Merci à tous les participants qui étaient en ligne. Et donc, à la prochaine fois pour un prochain séminaire.